Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 62e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard qui est en compagnie de l'érudit, érudit Pierre Gastonguay. Comment ça va Pierre? Ça va très bien, très bien. J'ai eu une bonne fin de semaine, bon début de semaine bien évidemment. Bonne fin de semaine, je parle de ma fin de semaine parce que j'étais au Nouveau-Brunswick, vous l'avez vu dans l'épisode de lundi, là, j'enregistrais directement là, des Maritimes parce que je suis allé faire un spectacle. Et en revenant de ce spectacle-là, moi et ma copine sommes arrêtés à Québec parce que ma copine est aussi humoriste et on a fait deux spectacles en fait dans la même soirée à la Ninkasi Comedy Club qui s'intitule Nacho Libre. Qu'est-ce que c'est Nacho Libre? C'est des spectacles d'humour à thématique de films ou de séries. Donc on a fait deux spectacles, un sur Star Wars, thématique de Star Wars, et un autre sur la thématique de Harry Potter. C'était extrêmement le fun, des shows thématiques de même. Je sais pas si t'en as fait déjà Max, mais c'est tellement le fun parce que tu peux sortir tous les petits référents puis les petits... J'ai parlé 2 minutes du midi-chlorian dans Star Wars, de comment ça n'a aucun rapport, puis qu'on essaie de nous rentrer dans la gorge dans l'épisode 1, puis... Ah, tu vois, des affaires tellement précises que c'est juste le fun de pouvoir sortir le geekness, le geekitude de notre tête, puis faire des gags avec ça, puis des gags extrêmement nichés qu'on pourrait pas faire ailleurs. Fait que j'étais bien content de faire ça à la Ninkasi Comedy Club, qui est toujours une belle place, tout le temps le fun, on est tout le temps bien accueillis à Québec, à cet endroit-là. Fait que grosse fin de semaine, beaucoup de routes, beaucoup de spectacles d'humour, mais écoute, c'est ce que je veux faire dans la vie, et c'est ce que je fais dans la vie. Fait que je me plains pas du tout, mais j'aime ça le souligner qu'on a eu bien du fun à Québec et au Nouveau-Brunswick aussi, le spectacle qu'on a fait là avec nos amis Pierre-Bruno Rivard, Joe Guérin, ainsi que Samuel Chiasson, un humoriste de l'Acadie. On est bien content de tout ça. Fait que c'est une belle fin de semaine. Good. Ouais, très content de tout ça. N'hésitez pas nous aussi là, à suivre nos pages personnelles, chacun, pour justement être à l'affût de toutes ces petites jokes-là où ils se font, où ils vont aller se faire. Fait que si vous voulez nous voir dans un format différent que juste le podcast, eh bien, c'est ça. Vous pouvez nous voir ce format stand-up dans plusieurs villes un peu partout au Québec. On n'a pas encore de spectacle en Europe pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté de l'océan, malheureusement. Mais peut-être un jour, on viendra chez vous. Écoute, moi de mon côté, c'était comme la fin du Blitz du mois de juin. Fait que là, on est enfin derrière. Le mois de juin est derrière nous. Il est passé. Fait que, on s'est rendu, tant bien que mal, écoute, en survivant, une chose à la fois. Et je suis encore dans les boîtes pour ceux qui sont visuels sur YouTube. Vous les voyez pas trop, il y en a un petit peu partout. Et là, j'ai décidé de décrocher comme un week-end. Fait que j'étais avec mon papa à la pêche. On a été pêcher, j'aime bien ça. Souvent, c'est ça me ressource un peu d'être à la pêche. D'habitude, il y a ma conjointe qui me suit, mais là, cette année, hein, elle est enceinte, et, ça s'en vient, dans pas long, dans un mois. Fait qu'elle ne peut pas nous suivre cette année. Ce qui fait que ça, j'étais un petit peu plus avec mon père. On a pogné quand même beaucoup de poissons. Mais tu sais, c'était comme... j'avais genre dormi 13 heures dans toute ma semaine, la semaine dernière. Et là là. Du lundi au vendredi, j'avais dormi 13 heures. Fait que c'était pas beaucoup d'heures de sommeil. Fait que j'en ai comme profité un peu pour récupérer un peu d'heures de sommeil. D'habitude, j'en profite pour écrire des jokes puis un peu plus d'angles et de trouver des flashs. Mais là, cette année, j'avais plus besoin de dormir. On y était avec le sommeil et on a pêché 16 truites. 16 truites quand même, en 2 jours et demi à peu près. Quelle grosseur environ quelle grosseur Écoute, je dirais à peu près entre 25 cm et 30 cm. Ah, quand même des belles. À peu près une règle si vous avez été à l'école. Grosseur d'une règle. Fait que ouais, non, des belles truites. Mais tu sais, c'est surtout être dans le fin fond du le calme. Du bois, le calme. Ouais. Exactement. Fait que c'est le fun pour ça. T'as la pourvoirie, petite plug, on n'est pas commandité, mais la pourvoirie Menjo, il était bien gentil. Cool. Donc, dans les Hautes-Laurentides, si jamais vous allez toujours à la même place ou vous changez un peu de spot? Vous êtes toujours non, on va toujours à la même place, au même endroit depuis toujours. Fait que c'est des gens qu'on connaît, fait qu'on les encourage. Yeah. Puis, toujours. En fait, c'est à leurs parents. Puis là, c'est genre la deuxième génération. Cool. Continue d'y aller. Fait qu'un beau petit endroit, si jamais vous aimez ça, pêcher. Plein de petits lacs aussi, c'est le fun. Fait qu'il y a plus qu'un choix de lacs. Donc, je vous le recommande. Mais là, on est
aujourd'hui, on est là pour parler de Money in the Bank, Oh, de l'argent à la banque 2024. Écoute, un pay-per-view que j'aime, qui est comme le début de la saison. C'est comme le premier pay-per-view qui nous amène éventuellement à WrestleMania l'an prochain. Fait qu'on commence à installer. Là. On plante des graines qui vont nous apporter à SummerSlam, mais qui va nous apporter dans la saison. Exact. Oh, croustillante, là. Fait que là, c'est ça le fun. Mais on le sait, hein, l'an dernier, ça a été le cash du Money in the Bank, c'est fait. Un des deux cash, c'est fait à WrestleMania. Fait que c'est rare que ça se rend aussi loin, mais souvent, ça a quand même un impact sur le road to WrestleMania. Si jamais une des deux mallettes n'est pas encore encaissée. Ça plane toujours tout le temps là. La saison qui s'en vient, là, tout le temps. D'un moment donné, on l'oublie un peu, mais arrivé, mais elle est là, la mallette. Là. Fait que là, on va voir comment que ça se dirige, ce beau pay-per-view-là, qui est en direct de Toronto. Oh yeah! Écoute, il y aura une décision de mon côté qui sera prise à dernière minute. À date, ça serait plus non, parce que j'irai pas faire le voyage à Toronto. Un peu trop loin et un peu trop de choses à faire de mon côté. Mais qui sait, peut-être que je vais m'avancer cette semaine et décider d'y aller en personne. Faire un aller-retour de 6 heures. Écoute, j'ai tellement conduit là, les derniers jours aussi pour aller dans le bois, fait que je suis rodé. Ça va vous votre côté, hein, vous avez particulièrement apprécié notre épisode dernier. Ben, c'est pas le dernier, mais l'épisode spécial Québec qu'on a envoyé entourant les festivités de la Saint-Jean-Baptiste avec Pat Laprade. Et on a d'ailleurs Elisabeth qui nous a dit un beau commentaire, hein, qui nous a dit tellement une belle discussion. J'ai adoré. Écoute, c'est tellement une belle discussion, on a de la misère à le faire fitter en un épisode. Il a fallu que je le coupe en deux. Mon système de montage a fait comme non, c'est trop intéressant, c'est trop long, on peut pas le sortir une fois. Moi, je scrape ça, la dernière heure, je la scrape au complet. C'est ça. Fait qu'on l'a sorti en deux. On l'a sorti en deux shots, avec un peu de retard, parce que justement, il a fallu que je gosse. Puis j'avais un mal de tête de la Saint-Jean, comme on dit. Fait que c'est ça qui est arrivé, mais on a réussi à le sortir. Puis je pense que oui, c'est un très bon épisode, super intéressant, des belles discussions sur la lutte québécoise, sur ce qui se passe localement sur la scène québécoise, et un peu aussi des discussions sur la lutte en général. Mais tu Pat Laprade, on entend que c'est un passionné, on entend que c'est quelqu'un qui aime la lutte pour de vrai. Fait que c'est super le fun d'avoir des discussions. C'est une bonne encyclopédie. Bonne encyclopédie de la lutte, là, tu sais. Il donne tellement d'informations sur plein de choses. Il nous a ramené à l'ordre quelques éléments également, remis le fact-check du bon côté. Fait que ça serait le fun de l'avoir. Fait que si jamais vous ne l'avez pas encore regardé, là, c'est un épisode un peu plus long, mais on vous le conseille, là, parce que c'est vraiment très, très, très intéressant. On risque de le revoir également. Là. On va le réinviter pour... pour d'autres épisodes là, dans le futur, donc vous avez bien apprécié. Et bien longtemps, Elisabeth que t'as apprécié également. Et on va commencer ce pay-per-view, sur cet épisode-là, sur le pay-per-view de Money in the Bank, mais ça va être ma chronique Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Et cette semaine, j'ai comme été inspiré du PLE, Money in the Bank. Fait que là, j'ai décidé de mettre en confrontation, non pas des lutteurs, non pas des lutteuses, mais bien des PLE, des gimmicks de PLE. Fait que tu sais, on parle souvent du Big Four, des fois on parle du Big Five en rentrant le Money in the Bank là-dedans. Fait qu'on s'entend WrestleMania et SummerSlam, c'est comme les deux gros plus de l'année, qui n'ont pas vraiment de gimmick autour, autre que les deux gros pivots, les deux gros points tournants dans les histoires de l'année, Exact. Mais les trois autres qui gravitent, hein, lesquels mériteraient d'être pushés un peu plus, lesquels mériteraient d'être enterrés, d'être buried, et lesquels devraient avoir un changement de gimmick. Et là, je parle de Money in the Bank. Donc, évidemment, le concept d'aller chercher une mallette qui on peut cacher n'importe où, n'importe quand. J'ai Survivor Series avec les Survivor Series matchs. Donc, deux équipes qui s'affrontent, souvent par d'un système d'élimination. Et ça crée des espèces de confrontations. Des fois, c'est entre Raw et SmackDown. Des fois, c'est entre deux clans. Un clan de gentils, un clan de méchants. Et finalement, le dernier, Royal Rumble. Donc, évidemment, les matchs Royal Rumble où 30 personnes rentrent et une personne sort. Et normalement, c'est pour être au main event de WrestleMania. Quelques années, c'est pour la ceinture en tant que telle. Mais l'habitude, ça tourne plus autour de celui qui le remporte ou celle qui la remporte s'en va directement au main event du plus gros show de l'année. Donc, Pierre, qui entre ces trois pay-per-view, tu décides de pusher, tu décides d'enterrer ou tu décides de changer sa gimmick? C'est fourrant parce que t'as deux pay-per-view là-dedans qui partent des histoires, puis t'en as une qui habituellement finit des histoires. Donc Survivor Series, habituellement, c'est le cheminement d'une histoire qui va se terminer à ce pay-per-view-là.
avec le match par équipe, justement. Ce qui était un peu moins la vérité dans les dernières années, parce que souvent on faisait Raw contre SmackDown. On a même vu Raw contre SmackDown contre NXT une année où Keith Lee et Adam Cole ont sorti super fort. Mais ces deux lutteurs-là ne sont plus là, sont rendus à l'All Elite. Bref, je pense que je push Survivor Series. Je push Survivor Series parce que j'adore le concept, puis je pense qu'on le pousse pas assez loin. Fait que je prends au mot. Je pense qu'on peut pousser ce concept-là encore plus loin. On peut avoir, oui, SmackDown contre Raw, on peut avoir une équipe contre une telle équipe. Cette année, on espère tous, je crois, voir le New Bloodline contre le vieux Bloodline, donc le Bloodline de Solo contre le Bloodline de Roman. J'espère que c'est ça qu'ils vont nous donner. C'est ce que je crois tout le monde veut voir, mais je pense qu'on peut le pousser plus loin, que dans tous les matchs, il y a un genre de confrontation soit d'une équipe, soit d'une personne, soit c'est tout le temps ça, la lutte, on s'entend, les histoires. Mais je pense de pousser le concept encore plus loin. Donc je pousse Survivor Series. Je bury le Royal Rumble. Parce que je pense qu'on pourrait l'oublier, cette game. Même si la gimmick est encore super le fun, super fraîche, je pense qu'on peut l'oublier 1 an ou 2 et elle va revenir encore plus fort. Fait que je pense qu'elle est tellement forte, cette gimmick-là, qu'elle mérite, pas le mérite, mais elle peut se faire buryer. Ça va pas nuire tant que ça à ce gimmick-là. Et changement de gimmick de Money in the Bank, je pense qu'on pourrait prendre le concept d'avoir quelque chose au bout de l'échelle ou avoir un contrat, peut-être un différent contrat. Un contrat, peut-être, tu sais, c'est tout du monde que... Tu sais, là, on brise un peu le kayfabe-ish, là, mais tout le monde où le contrat finit dans le prochain 3 mois. On peut le faire à kayfabe aussi, mais dans cette valise-là, il y a un prolongement de contrat de 2 ans. C'est un renouvellement de contrat. On pourrait trouver autre chose pour avoir ce qu'il y a dans la valise. Ou on pourrait trouver une nouvelle façon de trouver cette valise-là. Ça pourrait être un match cinématographique où il faut littéralement trouver la valise, puis tout le monde se calisse une volée au travers de ça, genre de chasse au trésor. Il y a eu d'ailleurs, durant la pandémie, une espèce de vision de tout ça. C'est le Money in the Bank qu'il fallait monter jusqu'au... Dans la tour. Dans la tour de la WWE, puis aller la chercher. Exactement, fait que je change la gimmick de Money in the Bank, garder le concept de la valise, peut-être changer ce qu'il y a dans la valise ou changer la façon qu'on se rend à la valise. Fait que ça serait mon input pour te push Bury changement de gimmick pour ces 3 PLE. Parfait. Écoute, moi de mon côté, je pense que je vais y aller avec... je suis d'accord avec Bury, le Royal Rumble. Ouais. On dirait c'est vraiment une... Tu sais, ça a été rodé, là, Royal Rumble, je pense pas qu'il est là pour disparaître. Ouais. Mais... on dirait ce qu'on donne aux gagnants est quasiment plus intéressant, important que le match en tant que tel. Ça donne rarement le match de l'année. Là, le Royal Rumble, là, c'est comme c'est un match très improvisé, qu'on est plus là pour écrire un peu les histoires qui vont venir dans le prochain mois. Mais on pourrait le faire différemment que de le faire de cette manière-là. Et très d'accord. Il pourrait avoir un autre type de match pour décider qui va être l'aspirant au titre à WrestleMania. Oui, absolument. Fait que dans les 3, évidemment, c'est pas facile, là, c'est 3 pay-per-view qui sont le fun à regarder. Donc, moi, je vais y aller. Celui qui a les moins bons matchs, je trouve, c'est souvent les Royal Rumble. Fait qu'on va l'enterrer, celui-là. Moi, je vais changer la gimmick de Survivor Series. Surtout que je trouve que du côté de NXT, dans les dernières années, on a sorti des concepts quand même intéressants. On a une espèce de truc qui ressemble à un Iron Man match, mais à plusieurs, avec des gens qui sortent, mais que quand tu te fais faire un pin, l'autre, ton adversaire, a un point, et celui qui s'est fait piner s'en va dans une cage en pénalité. Fait que c'est genre une espèce de beat the clock, puis à 20 minutes, ben là, selon le score, qui est rendu où, c'est le gagnant de ce match-là. Fait que ça pourrait être un style de match différent. J'ai pas vu ça du tout. J'ai pas vu ça du tout. Fait que c'est un nouveau style de match que la NXT décide de proposer. Fait que on dirait le côté... Il peut y avoir d'autres types, mais on dirait Survivor Series. Le match élimination, moi je l'aime aussi, un peu comme toi. Je trouve qu'il est mal exploité dans les dernières années. Certaines années, il est même pas tant exploité que ça. C'est ça. On dirait qu'on l'oublie, là, tu sais, qu'il faudrait qu'il y en ait un match comme ça. Fait que si j'avais à changer une gimmick, ça serait celui-là. Parce que moi je pusherais Money in the Bank. Parce que moi, je trouve que Money in the Bank, c'est vraiment le concept qui amène du piquant dans l'histoire durant toute l'année. Parce que c'est tout le temps un peu sur le bout de ton siège. Quitte à, pourquoi pas que ça soit que ça. Qu'on rajoute une autre... un truc par équipe. Qu'on rajoute peut-être un autre type de match, mais que c'est des équipes, puis que c'est pour un shot à la ceinture par équipe pour donner un peu d'importance à cette ceinture-là.
Fait que homme, femme et équipe, moi je serais pas contre de rajouter même une troisième valise dans le lot. Fait que je vais pusher ça. Absolument. C'est pour ça que je le push. Et peut-être que ça ferait du bien, justement, à la ceinture par équipe d'avoir ce genre de petit piquant-là dans l'année. Oui, parce que souvent, on oublie qu'elle existe par trop longtemps. Ben, ça fait comme 2 pay-per-view de suite qu'il n'y a comme pas nécessairement de... Tu il va en avoir un au Raw du lendemain, du Money in the Bank, où DIY vont se battre contre les champions qui sont Austin Theory puis Grayson Waller, mais comme ils sont pas au pay-per-view, ça fait une couple de pay-per-view qu'il n'y a pas vraiment de match équipe pour défendre les titres. Fait que oui, t'as raison. Peut-être que ça pourrait mettre ça en valeur, là, remettre ça... de l'avant. Fait que ça serait ça. Nous, vous, dans les commentaires, vous pouvez nous le dire qui des 3 pay-per-view, lequel vous push, lequel vous bury et lequel vous changez sa gimmick. Puis également, likez si jamais vous appréciez ce genre de contenu. Ça nous aide à faire ok, parfait, il aime ça, donc on va continuer d'en faire de l'autre côté. Mais on enchaîne ça avec je pense que c'est le classique. C'est tellement apprécié par le public, mais qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, à qui le fait mieux? On a fait la semaine passée, ou lundi passé plutôt, la gimmick de qui fait peur le plus du côté masculin. Aujourd'hui, on va faire gimmick qui fait peur du côté féminin. Donc, spooky, qui fait plus peur du côté féminin entre Sister Abigail, la version de Nikki Cross qu'elle a présentement. C'est comme un peu Abby the Witch. Plus, Abby the Witch, oui, c'est ça. En vrai, Sister Abigail, c'est comme la vraie. Puis Abby the Witch, c'est comme la représentation dans la tête de Bray, du même personnage. Fait que... Exactement. En tout cas, donc, mon explication très sommelier là, de ça. Là. Exactement. Donc, Abby the Witch de Nikki Cross, que l'on voit présentement dans la télé de la WWE. Alexa Bliss, la version j'ai une poupée, je me balance sur une balançoire et je fais peur. Et Abaddon, qu'on voit à la All Elite, à noter ici que Abaddon, elle est non... Abaddon, la personne est non-binaire, donc j'ai quand même mis Abaddon dans la division féminine parce qu'elle lutte dans la division féminine. Donc même si la personne d'Abaddon est non-binaire, puisqu'elle lutte de ce côté-là, j'ai quand même ajouté le nom du personnage de Abaddon parce que, veux pas... à t'apparente, le personnage est quand même fait peur, donc j'ai rajouté dans la liste entre Abby the Witch, Alexa Bliss et Abaddon, qui, d'après toi Maxime, fait le plus peur comme gimmick. Écoute, dans les 3 que tu me proposes, je pense que je vais y aller avec Alexa Bliss. Moi je vais aller avec Alexa Bliss. Et elle a trouvé... Elle est quand même très bonne actrice, Alexa. Je pense que c'est sa grosse force en tant que lutteuse. Elle est capable de nous mettre, nous emporter, disons, avec son acting dans les différentes histoires qu'elle nous présentait, que ce soit dans des trucs plus ancrés dans le réel, ou dans ce cas-ci, ancrés un peu plus dans le surnaturel. Fait que, on dirait que c'est un peu et tout, un peu une appréciation, je pense, des 3 performances. Je trouve qu'Alexa, des 3, est celle qui était capable de rendre ça très crédible. Et qui a même survécu un peu à... Et certains ont critiqué à l'époque, là, le fait que c'était un peu comme si on donnait la gimmick de Bray Wyatt à Alexa, alors que Bray s'était fait mettre dehors. Mais j'ai trouvé qu'elle a quand même bien livré tout ça. La poupée un peu dégueu. J'ai quand même apprécié ça avec des dents. Les dents, ils vont toujours ils me font faire des cauchemars. Je suis pas un fan de poupées dans la vie. Là. Moi, ça me fait peur, les poupées. Fait que, on dirait, ça a quand même pour moi un truc qui me fait peur un peu plus. Abaddon est comme plus épeurante. Je pense que si j'ajouterais une troisième, je pense Luna Vachon, moi, avec la voix qu'elle avait, puis un peu l'aura qu'elle avait, moi, elle me faisait peur aussi. Sinon, qui qu'on pourrait mettre d'autre là-dedans? Tu sais, Awesome Kong, je me souviens, à sa grosse période de la TNA, elle était comme pas creep, mais elle était comme imposante méchante. Là, épeurante, là. Est-ce que ça rentrerait, par exemple, d'une gimmick qui fait peur pour faire peur et non qui intimide, par exemple? C'est une différence quand même. Ah ouais, je suis d'accord. Je pense que ça rentre pas dans les... tant que ça dans le reste.
Je pense même peut-être Julia Hart, on aurait peut-être pu mettre. Ah oui, c'est Julia aurait pu rentrer là avec un côté plus spooky. Mais je pense quand même qu'elle n'est pas au même niveau que les trois que tu as choisis. Loin de là. Mais dans les trois, je vais y aller moi avec Alexa Bliss. Toi, de ton bord? Mais moi, ça va être Abby de Witch parce que j'ai été traumatisé par le film Le Cercle. Donc, ouais, elle ressemble un peu. Ouais, les cheveux d'en face. La démarche de. Ça, exactement. Abaddon, le personnage me fait peur. Mais un peu over the top, je trouve. Okay. Le maquillage est super beau, super épeurant, c'est bien fait, c'est bien joué. Un peu over the top. Alexa Bliss, comme tu dis, par contre, tellement bien joué. Par contre, dans la gimmick faire peur, moi ça venait moins toucher cette corde-là. Ça m'intriguait peut-être, j'avais un questionnement ou j'avais peut-être un ouais, c'est juste intrigué que plus que me faire peur, tandis que Abby the Witch, ce que Nikki Cross fait présentement, ça me fout la chienne, comme diraient les traductions françaises de films américains. Mais vous, dites-nous ce qui vous fout la chienne entre ces trois personnes-là, ces trois personnages-là, ou quelqu'un qu'on n'a pas pensé, quelqu'un que j'ai oublié peut-être, qui fait peur dans la gimmick, mais du côté féminin, la division féminine. Donc, bonne nuit à tout le monde, j'imagine. Faites pas trop de mauvais rêves. Bonne chance avec tout ça, toute seule. La nuit, la lutte. Yeah! Et on va enchaîner ça avec le retour sur la carte complète de Money in the Bank. Et on va également y aller de nos prédictions de notre côté, qui qu'on pense qui va gagner ces différents matchs-là. On garde la même formule du côté de la WWE. En fait, que pas beaucoup de matchs. Fait que depuis, on s'entend à WrestleMania, c'est sur 2 jours, il y avait beaucoup de matchs pour ça. Mais depuis, on se limite à 5 matchs par pay-per-view, par PLE. Avec un pay-per-view par mois, t'es pas obligé d'avoir plus de matchs que ça, t'sais. Excusez. Du côté de All Elite, on avait des gros pay-per-view avec beaucoup de matchs parce qu'on avait un pay-per-view aux 3 mois, ce que je peux comprendre. Mais maintenant, avec un pay-per-view par mois, je pense que c'est la bonne formule que M. Paul a trouvé, d'être capable de faire quelque chose de le fun, de puncher, avec les histoires qui ont besoin de cumuler à ce moment-là. Il y a plein d'histoires qui avancent, qui continuent à avancer, mais les histoires au moment où le pay-per-view arrive, qui ont besoin de terminer, c'est celles qu'on va mettre de l'avant. Puis je trouve que ça fonctionne très bien et c'est beaucoup plus facile à écouter. Forbidden Door, on va y revenir, on l'a vu. C'est un excellent pay-per-view, quoique un peu longuet, comme on dit depuis longtemps avec l'All Elite. Mais de la bonne lutte, du côté du WWE, on fait quelque chose de différent. Puis j'aime ça, j'adore ça, vraiment. Puis c'est ce qu'on nous présente à Money in the Bank. Ouais, et on va commencer ça avec le premier match qu'on va regarder. Ça va être un des 2 matchs du Money in the Bank, celui des messieurs masculins. Fait qu'on a qui? On a Jey Uso, on a Carmelo Hayes, on a Andrade, on a Chad Gable, on a LA Knight et on a Drew McIntyre qui se sont tous qualifiés dans les matchs de qualification, souvent à 3. C'est des matchs à 3, à 3 chemins. Et c'était les gagnants. Parfois surprenant, parfois un peu moins. Qui se sont rendus là. Je suis vraiment content. C'est des bons choix, je pense, qui ont été faits. Du côté des féminins, du côté masculin, c'est pas les gens qu'on pensait automatiquement qu'ils allaient arriver là. Puis je pense que ça... Nous, à noter qu'on n'a pas vu SmackDown de cette semaine, donc le SmackDown du 5 juillet, si je ne me trompe pas. Qui sera, je crois, à Toronto, si je ne me trompe pas. Donc, qui sera un petit peu le début de ce week-end-là, de Money in the Bank à Toronto. Donc, s'il y a eu des changements à la carte, nous, on n'est pas encore au courant. Donc, vite comme ça, je passe qui a battu qui. Jey Uso dans les triple chemins, triple menace. Jey Uso a battu Finn Balor et Rey Mysterio. Carmelo Hayes a battu Randy Orton et Tama Tonga. Andrade a battu Grayson Waller et Kevin Owens. Chad Gable a battu Braun Strowman et Bronson Reed. LA Knight a battu Logan Paul et Santos Escobar. Drew McIntyre a battu Sheamus et Ilya Dragunov. Donc, des choix très le fun, intéressants. Je pense qu'on essaye d'un peu brûler les cartes ou brasser les cartes pour faire comme n'importe qui pourrait gagner, j'ai l'impression, la valise dans tous ces concurrents-là. C'est dans l'analyse de qui pourrait avoir des interventions. Parce qu'on s'entend un match de Money in the Bank, et des gens peuvent intervenir comme ils veulent. Absolument. Qui, dans ces personnes-là, il y a des gens qui ont peut-être un peu de rancune sur eux. Je pense qu'on peut penser à Jey Uso, qui a peut-être un peu de rancœur face à peut-être la Bloodline. Peut-être la nouvelle Bloodline ne l'aimerait pas, aurait peut-être venu le péter. Ou on a un peu installé des petites miettes, et ça fait un chemin avec Chad Gable, de la Wyatt Six.
qui évidemment, Chad Gable, ils l'ont attaqué. Et là, Oui. on dirait qu'on a tenté de semer un peu de doute dans l'esprit de Jay si est-ce que la Wyatt Six va être une de ses cibles à voir. Fait que ça pourrait être deux potentiels cibles. Parce que Ara, cette semaine, on a parlé là, vite fait là, des Firefly que Jay a volé. Puis là, Jay était comme non. Ça, on peut l'appeler les moustiques, on peut l'appeler les cockroaches, ça me dérange pas. Moi, j'ai rien volé, j'ai demandé la permission. Fait que on installe un peu tout ça. Carmelo Hayes, je pense qu'il est aimé d'un peu personne. Andrade, qui lui est juste là pour. Andrade non plus. Ouais. Mais Andrade est là, je pense qu'il est vraiment dans une optique de je veux me dépasser, je vais aller chercher, je veux devenir le meilleur que je peux être. Fait qu'il est un peu dans cette optique-là. Chad Gable, d'après moi, il va avoir une intervention du Wyatt Six pendant le match. Ouais. Mais est-ce pour l'aider ou pour le nuire? On sait pas trop ces temps-ci. On sait pas. Avec la dernière promo de Beau, je sais plus exactement de quel côté ça tire. Chad Gable a peur, mais est-ce qu'eux sont là pour lui nuire, à part le coup au début quand ils sont arrivés, où ils ont averti sûrement qu'elle allait massacrer. Ils l'ont pas encore reblessé. LA Knight peut avoir l'intervention de Monsieur Paul, Logan Paul. Ils sont en feud depuis un petit bout. Donc, et Drew McIntyre, qui je crois, d'après moi, va gagner la valise, Drew McIntyre, et va cacher in la même soirée contre un des deux personnes qui va peut-être gagner ou garder le championship. On en reparlera à la toute fin. Mais d'après moi, c'est Drew qui va devenir... et Drew, pour avoir CM Punk qui vient nuire à tout ça. Il vient dans ce match-là intervenir pour l'empêcher de gagner. Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Qu'est-ce qui est le plus le fun comme histoire? Je sais pas. Tout est bon. Tout peut être bon. Tout a un potentiel à pouvoir faire réagir. Fait que toi, tu y vas avec Drew. Moi, je joue avec Drew. Ouais. Écoute, moi, j'aime ça. Drew est probablement parmi les favoris. Écoute, je sais tellement pas il nous amène vers où. On dirait Jey Uso. Mais on dirait Jey Uso aussi serait dû un moment donné de gagner. Il pourrait l'avoir un petit bout, Jay, puis jouer avec. Puis, exact, puis réintégrer. En tout cas, moi, je vais y aller avec Jay. Je pense que je préfère l'histoire avec Drew. On s'entend, l'histoire avec Drew est un peu plus court terme. Ouais. Donc, risque d'avoir le payout d'ici SummerSlam. Si c'est Drew qui est peut-être même le soir même. Mais j'avais pas pensé. Là, tu m'as mis un doute dans ma tête. Là, j'avais pas pensé à l'intervention de Punk pendant ce match-là. Moi, je pensais à. Je me projetais plus tard. Là. Pour moi, c'était évident que Drew gagnait. En même temps, Drew s'est jinxé à Raw cette semaine où il a dit exactement ce que je vous dis là. Il va gagner puis il va aller cash in le jour même. Fait que. Des fois qu'un lutteur dit quelque chose, ça arrivera pas. Là. Fait que. Je sais pas. Je sais tellement pas. Moi, je vais y aller avec Jay. Parce que. Je vais avec Drew. On dirait celui qui est dû. Qui est dû pour gagner une ceinture le plus parmi ceux-là. Certains diront LA Knight peut-être, mais vu qu'on l'enligne vers Logan Paul, on dirait que j'élimine l'équation. Chad, il est clairement dans quelque chose de plus grand avec le Wyatt Six. On va voir ça s'amène vers où. Andrade, ça pourrait être le fun, par exemple. Ça pourrait être un bon. Andrade, ça pourrait être un beau petit tape dans le dos d'être merci d'être revenu. Parce que absolument. Andrade, ça serait vraiment une vision long terme, de dire parfois on l'a fait garder, puis toute l'année il se promène avec, puis peut-être qu'il pourrait être aidé à ce moment-ci avec la NWO pour venir lui donner un coup de main, puis là, il vient vraiment se tasser définitivement du côté des faces dans ce stable-là. Ouais. Et un peu faire un peu comme Damien Priest a fait, tu sais, tranquillement pas vite, se crédibiliser autour de la semaine. Je pense qu'il est quand même au niveau de la lutte très crédible, mais on dirait que l'aura du personnage l'est pas encore. On dirait que ça mériterait peut-être une ceinture. Fait que, écoute, je vais quand même garder Jey Uso, mais c'est plein de bons. À part Carmelo Hayes, je crois. Ouais. Puis peut-être LA Knight. C'est les deux que je vois un peu moins gagner. Même chose. Même Chad, tu sais, je suis comme. Si, mettons, la Wyatt Six décide que c'est leur homme, puis décide qu'il clean le ring, puis que c'est lui qui gagne. Ça pourrait être cool, ça. Ça rouvre les portes de 1000 manières, mais. Tu sais, on dirait il se passe de quoi autour de Chad en ce moment. Fait qu'on dirait, je sais pas trop vers où ça s'en va. Mais je garde Jey Uso. Fait que vous, dites-nous, parce que vous pouvez participer en dessous, dans le questionnaire. Il y a un lien vers un questionnaire, le questionnaire officiel des sommeliers de la lutte, où vous pouvez faire toutes vos prédictions, nous dire qui va gagner justement ce match-là et faire comme nous et savoir qui connaît le mieux sa lutte. Fait qu'on revient avec le classement lorsqu'on fait le review du pay-per-view au complet. Ouais. Et il y a un classement général. Présentement, c'est Elisabeth qui trône au sommet de ce classement. La reine, est-ce qu'elle va garder encore son titre? À voir. Mais elle est très bonne depuis le début de cette nouvelle saison, si on veut, de classement, des prédictions. Prochain match qui va être à l'affiche.
On va y aller avec Sami Zayn contre Braun Breaker. Sami qui garde la ceinture intercontinentale, il est quand même très actif à tous les Raw. Ouais. Ça bat, en tout cas, il est là à chaque fois. C'est un beau petit règne, je trouve. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup qu'il se bat pas à chaque semaine. Moins que je pensais, moi je pensais vraiment qu'il allait devenir le workhorse de remettre un peu l'Intercontinental, ce qu'elle était il y a quelques années, donc quelqu'un qui va la défendre tout le temps et souvent. C'est pas le cas, mais il est quand même toujours présent et il est très bon. Maintenant, la petite histoire, pourquoi contre Braun Breaker? C'est que Braun Breaker est venu l'interrompre au lendemain du lendemain du Clash at the Castle où Sami Zayn a réussi à garder le titre. Donc, Braun Breaker est venu l'interrompre pendant ses festivités pour le challenger. Il a dit qu'il voulait la ceinture, tout simplement. Le chemin était libre, tu sais. Chad Gable venait encore de perdre pour la ceinture. Voilà. Fait que là, il nous fallait un nouveau contender et Braun Breaker saisit l'occasion. Et là, maintenant, Adam Pearce peut pas tout le temps le mettre dans le coin puis juste lui donner à manger des jobbers puis les faire squasher. Il donne une chance à un titre parce qu'il détruit tout le monde. Fait que on lui a donné la chance. Puis Sami Zayn, même que j'ai bien aimé ça dans l'histoire qui a été fait, Sami Zayn qui est venu le confronter directement en face. Puis le Raw après où ça a été confirmé, quand Zayn est venu confronter backstage, Braun Breaker, les deux ont eu une promo, une battle promo un contre l'autre, et Breaker a souligné le fait le respect qu'il y a quand même pour Sami Zayn parce que c'est le seul qui lui a tenu tête. C'est le seul qui vraiment a été game d'aller dans sa face pour lui dire « Hey, j'ai pas peur de toi. Tu veux une title shot? T'as ton shot au titre. Moi, j'ai pas peur de personne. » Puis Braun était comme, je respecte ça, moi, maintenant, quand je me promène backstage, tout le monde vire de bord, tout le monde se tasse, tout le monde a peur de moi, mais toi, non, t'as pas peur de moi. Fait que je respecte ça. Puis Sami Zayn qui a fait comme, je peux pas avoir peur de personne. Ça fait 20 ans qu'on me rentre dedans, puis que je tombe à terre, puis je me relève à chaque fois. Fait que tu seras pas différent de personne. Toi, Braun Breaker, c'est pas parce que t'es capable de me plier en deux avec un spear que tu vas réussir à me faire mal. Et tout de suite après, il l'a plié en deux avec un spear. Et j'ai quand même beaucoup aimé ça parce que et je pense qu'on vient de nous montrer comment Sami Zayn pourrait garder le titre. C'est que Braun Breaker, après que Sami Zayn est sorti du ring en roulant, en se prenant le ventre, Braun Breaker a fait ce qu'il avait fait la veille ou la semaine d'avant avec Ludwig Kaiser. Il a fait le tour du ring. Mais Sami Zayn a fait un leapfrog par-dessus et Braun Breaker a tombé dans les marches. On se souvient, on le sait tous, les marches de lutte, c'est le matériel le plus solide sur la terre. Il n'y a rien qui est plus fort. Même l'épaule à Braun Breaker n'est pas aussi solide que les marches. Puis l'épaule à Braun Breaker, c'est solide quand même. L'armée américaine tente d'avoir les brevets pour ces marches-là. La 2, les 4. Mais c'est la WWE, les garde ça proche là, de exactement la recette pour être capable de faire ce métal si puissant. Et ce qui va se passer, d'après moi, si Sami Zayn garde le titre, c'est parce que Braun Breaker va avoir peut-être rentré 1, 2, 3, 4 fois dans ses dites marches. Peut-être dans le coin du poteau. Il va se battre lui-même. Il va essayer de spearer parce qu'il va être en tabarnane, puis Sami Zayn est un peu plus petit, un peu plus vite, va être capable de l'éviter. Et pour être capable de garder le titre, va devoir lui faire 5 ou 6 Hell of a Kick. Donc je pense que Sami Zayn s'embarque dans quelque chose d'énorme. Je pense qu'il est capable de gagner. Et c'est pour ça que je crois que c'est pas si bol que c'est pas facile. Un autre élément qu'on n'a pas encore dit, c'est que c'est au Canada, Money in the Bank. C'est à Toronto. Ça. Et là, Sami Zayn va être en territoire dans son pays, tout ça. Évidemment, à WWE, ça veut jamais garantir une victoire, mais c'est quand même une petite saveur à avoir de ça. Breaker risque d'être heel clair, même si des fois on peut le considérer cool. Et Braun Breaker, lui, est sur une lancée de victoire qui n'a pas encore été arrêtée. Fait que c'est un peu l'affrontement entre Zayn qui est comme battu Gunther et qui garde son titre depuis et qui est dans son pays versus la streak un peu de Braun Breaker. Fait qu'est-ce qu'on va le faire gagner ou on va trouver une manière de le faire perdre? Je sais pas. Moi, tu dis qui, là? Moi, je pense que Sami Zayn va garder le titre puis on va être capable de faire un match où Braun Breaker paraît pas mal là-dedans puis il va pas perdre dans une défaite, là. Ça va être un gros match quand même difficile à surmonter pour Sami Zayn, puis Braun Breaker va bien paraître quand même dans la défaite. Fait que Sami Zayn, de mon côté, va garder le titre en territoire canadien. Donc, Braun Breaker qui va se défoncer l'épaule dans des coins de poteau, puis dans des coins de marche, puis sur une table, puis sur une autre affaire. Fait que, Ben, écoute, j'aime vraiment ta supposition. Moi, je pense aussi que je vais y aller avec Sami Zayn.
Puis ça va être... Moi, ça va être un vol, un peu. Moi, je m'attends à Braun Breaker, il y a une grosse domination. Et ça sent... Pour moi, ça sent le small package. Ça sent le small package sorti de nulle part. Il se sauve avec la victoire. Et clairement, un Braun Breaker qui va être furieux de tout ça. Peut-être beatdown, peut-être il casse tout. Et peut-être un rematch avec peut-être d'autres gens également là, qui viendront s'ajouter. Mais avec un Braun Breaker à SummerSlam pour peut-être être couronné. Et peut-être que c'est là que Braun Breaker va aller chercher ce titre-là, son premier titre dans... mais tu sais, une petite erreur de rookie. Là. Une petite erreur de novice. Qui est comment il l'avait pas vu venir, peut-être justement qu'on va le placer de différentes manières, faire des spears dans des barricades, faire des spears, manque son coup quelquefois. Et trop lorsqu'il en manque un... Mais tu sais, parce qu'on le présente comme quelqu'un qui a beaucoup de puissance, peut-être trop de puissance pour se battre contre un gars comme Sami. Et que ça pourrait être intéressant dans le développement du personnage aussi, de faire j'ai eu une défaite, mais je me suis moi-même coûté le match. Oui, exactement. C'est pas Sami qui m'a battu, c'est moi-même qui s'est battu. Et là, on peut continuer l'histoire de se construire et avoir éventuellement un rematch. Tellement. Donc, je vais aller moi de cette manière-là. Mais ça se pourrait fort probablement que Braun Breaker poursuive sur sa lancée et remporte la ceinture. Vous pouvez nous le dire, vous aussi. Donc, dans les commentaires, il va y avoir le lien vers le questionnaire. Allez répondre. Et prochain match qu'on va vous donner, c'est le Money in the Bank féminin cette fois-ci. Donc, les 6 madames qui participent, c'est Io Sky, seule représentante de Damage Control. Chelsea Green, qui c'est maintenant son tour. Le dernier pay-per-view, c'était au battu Bianca Belair. Bianca Belair, quand même. Lyra Valkyria, qui est tout feu tout flamme depuis qu'elle a monté après WrestleMania. Tiffany Stratton, qui elle aussi, tout feu tout flamme depuis qu'elle a monté, elle, au Royal Rumble. Naomi, qui fait un peu moins, qui excite peut-être un peu moins dans toutes ces lutteuses-là, et Zoe Stark. Donc, on a beaucoup de jeunes lutteuses, on enlève Naomi un peu, qui sont, puis un peu Chelsea Green, mais on s'entend les 4 autres, c'est toutes des stars à devenir. Qu'est-ce qu'on va utiliser cette occasion-là pour en monter une pour vrai? On s'entend, c'est Io Sky qui avait la balise l'an dernier, qui a réussi à cacher. Qui a faire 2 en 2. Qui va faire 2 en 2, la reprendre une autre année. Ça s'est déjà vu dans le passé. On a M. CM Punk qui l'a fait 2 années de suite. Donc, la console du sort, c'est un peu le même principe que les messieurs. On a eu des matchs de qualification. Vite fait, je peux te nommer ça. Donc, Io Sky qui a gagné contre Kiana James et Zelina Vega. Chelsea Green qui a gagné contre Bianca Belair et Michin. Donc, Lyra Valkyria qui a défait Kairi Sane et Shayna Baszler. Excellent match, allez voir ça. Tiffany Stratton qui défait Jade Cargill et Candice LeRae dû à l'intervention de Indy Hartwell qui voulait faire gagner Candice LeRae. Finalement, ça a complètement foiré. Et Naomi qui a défait Blair Davenport et Indy Hartwell. Ainsi que Zoe Stark qui défait Dakota Kai et Ivy Nile. Fait que c'est quand même pas mal des bons matchs. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Damage Control qui est racontée au travers de tout ça, où Dakota Kai et Kairi Sane n'ont pas réussi. Eux, leur plan, c'était que les 3 aillent là pour être capables d'aider Io Sky à aller remporter la valise une deuxième fois. Là, Io Sky va devoir se défendre seul contre vents et marées. Ou intervention, peut-être intervention. Ou intervention, effectivement. Mais dans ce qu'on nous raconte présentement, c'est Io Sky qui est un peu en tabarnane après les 2 autres parce qu'ils n'ont pas été capables. Il est un peu fâché depuis qu'elle a perdu la ceinture. Surtout très amer. Très, très, très amer. On voit un gros changement de personnage présentement à l'écran d'Io Sky. Est-ce que ça sera l'occasion de peut-être séparer Damage Control clairement et amener Io Sky dans un nouveau personnage, étant solo un peu plus? Je pense que ce que je trouve un peu malheureux dans toute cette histoire-là, c'est qu'on met pas de l'avant une championne comme Bayley, qui je trouve malheureusement est effacée comme championne. J'aurais aimé ça qu'elle soit plus mise de l'avant. Peut-être qu'elle tourne un peu plus alentour de tous ces match-ups pour faire comme qui d'entre vous va être capable de cacher in pour peut-être venir chercher le titre. Ne défend pas sa ceinture non plus dans ce pay-per-view-là. Peut-être qu'on lui réserve quelque chose de gros pour SummerSlam, mais en même temps, on n'est pas non plus dans un storyline là où on se parle, au moment où on se parle. Fait que je sais pas exactement, je sais pas si le booking, si c'est elle qui est blessée, qu'est-ce qui se passe exactement. On était tellement contents de la voir comme championne, puis comme titre, comme championne, c'est pas exactement ce que je crois on aurait espéré. Fait que je trouve ça un peu malheureux. J'en parle parce que ça tourne un peu alentour de tout ça. De l'autre côté, avec Liv qui fait le travail de sa vie, là, c'est juste quand on compare les deux, c'est un peu malheureux. De mon côté, si on revient
au ladder match pour le Money in the Bank, oui. Il y a 2 personnes que je verrais gagner ce titre-là. Okay. Chelsea Green pour le côté gossante de l'affaire. Chelsea Green avec la valise va être du gold à chaque semaine à la et télé. peut-être, et même si elle ne remporterait pas, peut-être, éventuellement, son match, ça serait le temps qu'elle l'aille. Ça pourrait être très, très, très comédie et beaucoup de bon matériel. Ouais. Où elle pourrait tenter tout le temps d'intervenir, mais finalement, non, c'est pas le bon moment, finalement. Elle pourrait manquer son cash-in, ça n'aurait aucune incidence négative sur sa carrière. Tellement elle est bonne, puis son personnage est incarné. Fait qu'elle pourrait, c'est ça, essayer plein de fois, non, finalement, c'est pas là, puis quand elle l'essaye pour de vrai, finalement, il y a quelqu'un, l'arbitre comprend pas que finalement elle veut pas cash-in, puis là que ça cash-in pareil, puis là qu'elle réussit pas à cash-in, ça serait de toute beauté. Est-ce qu'on gaspillerait une valise sur quelqu'un? Peut-être, mais en même temps, ça ferait de très bonne télé pendant quelques semaines, c'est garanti. Sinon, Lyra Valkyria. Je crois. Ben en fait, non, c'est ça. C'est pas là que je vais. Lyra Valkyria, mon cœur aimerait beaucoup qu'elle gagne, mais je crois pas qu'elle a besoin de la valise pour être capable de se propulser encore plus haut. Je pense qu'elle est capable de faire ça par elle-même. C'est donc Tiffany Stratton qui va gagner la valise pour être capable d'aller cacher in sur quelqu'un éventuellement avec l'aide de Nia Jax, parce que c'est rendu des best buddies là, depuis quelques semaines. Et c'est Nia Jax qui va tourner contre Tiffany Stratton à un moment donné dans toute cette histoire-là. Et Nia Jax, qui, on s'entend, son titre va avoir un match contre la ceinture à SummerSlam, puisqu'elle a remporté le Queen of the Ring. Donc, est-ce qu'on installe des petites choses à travers ce truc-là? Écoute, moi, de mon côté, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Je pense que je rajouterais quand même Lyra Valkyria. J'ai vraiment l'impression qu'elle surprend énormément tout le monde. Cependant, elle est très jeune encore. Donc, je pense qu'on a le temps. Elle a le temps devant elle. Mais en même temps, on a fait gagner un Austin Theory qui était très jeune aussi. Puis qu'on a fait, hey, let's go. On s'entend, c'était dans une autre direction. Une autre direction là, qui était là. Mais je pense, moi aussi, je vais pencher vers Tiffany Stratton. Je pense que c'est Tiffy Time. Effectivement. Et que Tiffany Stratton, ben, elle a un peu pris de court tout le monde avec son charisme. Et elle serait capable de transporter une valise et d'en faire quelque chose de spécial. Tu sais, elle est très fashion aussi. Fait que tu sais, peut-être mettre à son goût des glitters, une valise rose. Une valise très fashion. Là, pour qu'elle garderait ça peut-être jusqu'à un bon 6 mois. Là, tu sais, question de bien l'établir comme personnage. Mais tu sais, Chelsea Green, j'aimerais ça également. Lyra Valkyria, ben ça c'est plus pour le long terme. Parmi les 3 autres, ça m'étonnerait beaucoup une deuxième victoire de ça d'Io Sky, mais qui sait, ça serait possible. On sait jamais. Zoe Stark, ça m'étonnerait énormément. J'ai pas l'impression qu'elle a le momentum. Elle travaille tellement bien. Elle mériterait quand même un push. Elle mériterait un rub de quelque sorte. La valise, c'est peut-être gros présentement pour Zoe Stark, mais elle travaille tellement bien. Puis Naomi, ben, elle est là. Naomi, je pense que c'est ça. Elle a eu ses chances, son temps dans le passé. Et, avec la construction de ce match-là, je peux pas croire qu'on va le donner à la vétérante, qui est pas mal la seule. Chelsea Green est un peu vétérante également, mais pas de la même. Ça fait moins longtemps qu'elle est dans les télés que Naomi. Donc, je vais aller avec Tiffany Stratton. On regarde vers le futur, puis on donne ça à la jeunesse. Yes! C'est le temps. C'est le temps. Et enfin, pas enfin, mais il reste 2 matchs. D'abord, on a un match à plusieurs et un peu surprenamment, Cody Rhodes ne défendra pas. Ça, c'est sûr, à moins que ça soit ajouté dans la stipulation à vendredi à SmackDown. Mais pour l'instant, c'est Cody Rhodes qui s'est armé de Randy Orton et Kevin Owens parce qu'il va aller donner une volée au Bloodline. Mais le nouveau Bloodline, est-ce que ça s'appelle le Bloodline? En tout cas, le Bloodline de bandits. C'est pas clair. Qui est dirigé présentement par Solo Sikoa, Tamatonga, Tangaloa. Avec la de Jacob Fatou. Là. Puis là, ben, ça va être qui les 3? C'est pas? On sait pas. Il hésite entre Tangaloa et Jacob Fatou. Moi, j'aimerais bien voir un Jacob Fatou là-dedans. Voir, je pense aussi. Montrer à tout le monde, montrer à l'univers de la WWE à quel point Monsieur Fatou est un crinqué dans la tête. Il est complètement fou. Je vous l'avais dit, là, je pense au podcast passé, le lundi passé. Allez voir des clips de Jacob Fatou quand il était à la MLW, quand il était sur l'Indies. C'est complètement sauté dans la tête. Solo Sikoa qui est officiellement le head of the table d'après ses acolytes. Donc, et qui ont, pour ceux et celles qui ont écouté le SmackDown de la semaine passée, vous avez vu un Paul Heyman qui n'a pas dormi
beaucoup, un peu comme Maxime, avec seulement 13 heures de sommeil dans la semaine, lui aussi avec les yeux rouges, la barbe pas faite, qui s'est faite, comment on dirait ça? Calissé au travers d'une table. Voilà. Ouais. Et là, je pense que ça tue pas mal l'idée qu'on avait que c'était tout un mastermind, un petit truc de popette. Je pense que finalement, c'était juste pour les mêmes. Cette théorie-là, c'est plus ça. Ouais. C'est un match que je comprends. C'est un match que je trouve le fun. La lutte va être... Le storytelling dans ce match-là va être complètement débile. Pour les gens qui pour le long-term storytelling du Bloodline, j'ai vu des clips de 1 an jour pour jour, tu vois Solo qui prend le collier rouge de Head of the Table la journée où il a été. 1 an jour pour jour, l'année d'après, ils l'ont mis le collier autour de lui. Fait que c'est bien ficelé, c'est bien écrit, c'est bien fait. Toute cette histoire-là. Maintenant, j'imagine que c'est pour apporter vers une autre histoire qui va être plus grosse que celle-là à SummerSlam. Est-ce que c'est avec Cody? Est-ce que c'est avec Randy? Est-ce que c'est avec Kevin? Est-ce que c'est avec les trois? Qui des trois gentils va tourner en premier contre les deux autres? Solo, est-ce qu'il va aller pour le titre? Est-ce qu'il mérite d'avoir le titre? C'est son petit clan qui est avec lui, les trois qui sont là, à quel point sont liés, sont attachés à Solo. C'est des trois bandits. Fait que, est-ce qu'ils peuvent tourner contre Solo? Il y a tellement de portes qui sont ouvertes, il y a tellement d'avenues dans lesquelles on peut aller que je comprends ce match-là. Ça arrive un peu du champ gauche, ça a été bâti dans peut-être les dernières 3 semaines, un peu vite fait. Ouais. Par contre, pour toutes les avenues que ça peut nous apporter, puis toutes les graines qu'on peut laisser en arrière après avoir vécu ce match-là, j'adore ça. C'est vraiment pour être capable, c'est vraiment une rampe de lancement vers SummerSlam pour quelque chose d'encore plus gros. Fait qu'il va sûrement être, d'après moi, Solo Sikoa contre Cody Rhodes pour le titre. Maintenant, qui va gagner ce match-là? On dirait que c'est le genre de match que j'aurais peut-être plus mis à un SmackDown qu'à un qu'un PLE. Je m'attends à quelque chose quand même. T'sais, si on décide de le mettre dans un PLE, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Exact. Je m'attends à quelque chose. Fait une trahison quelconque du côté des gentils qui va peut-être réaligner, qui va affronter Cody. Mm-hmm. Sinon, une grosse domination du côté du Bloodline pour enfin donner la première défaite à Cody depuis qu'il a remporté tout. Là. Fait que c'est comme une manière de le protéger parce qu'il ne perdra pas sa ceinture, mais il va avoir une défaite. Donc, tu sais, mais on dirait qu'il faudrait que quelque chose arrive. Est-ce que c'est le... Tu sais, moi, peut-être qu'on place un retour. Est-ce que ça serait là, un retour? De Jimmy, peut-être, je pense sûrement pas. Roman, d'après moi, ça va être à son frère. Ça serait, d'après moi aussi, mais en même temps... En même temps, Toronto, c'est une belle crowd qui réagit fort. Et si tu veux faire... En tout cas, tu sais, c'est avec ce qui s'est passé avec Heyman, on dirait que je suis comme... On dirait que je laisserais pas ça retomber trop longtemps. On dirait que j'aurais le payoff de Hey Reign qui revient un peu sauver. Ah ouais, tu ferais pas un règne de terreur dans le prochain 4 semaines, là, c'est le peut-être qui pète tout le monde. Peut-être que c'est ce qu'on veut, mais on dirait en tout cas, mon nez me dit qu'on n'a pas mis ce match-là de cette manière-là pour que ça soit juste un 3 contre 3, un peu comme on a vu au dernier pay-per-view entre Orton et avec Orton et Owens, où c'était comme un peu juste l'arrivée d'un nouveau membre. Là, je suis comme d'après moi, il y en a plus là de membres à arriver. Non, ben, il reste Ikuleo, il reste il reste 2-3 autres là, qui pourraient arriver. Là. Fait qu'un Ikuleo là, qui arrive, ça pourrait être écœurant aussi. Le grand monsieur, grand Samoan qui mesure 6 pieds 1000, là, ça pourrait être quand même impressionnant. Là. Sauf que moi, je le vois, je pense que il y a 2 avenues. C'est le Bloodline qui gagne, ça c'est clair dans ma tête. Aussi, c'est clair. C'est le Bloodline qui va gagner. Est-ce que c'est Solo qui pine clair Cody Rhodes ou c'est Jacob Fatu? C'est peut-être une vitrine qu'on va donner à Jacob Fatu pour montrer au monde à quel point il est talentueux. C'est le meilleur lutteur des 4 présentement. Peut-être même une petite coche au-dessus de Roman dans la lutte, construction d'histoire, je sais pas, mais dans la lutte, je pense que c'est Jacob Fatu qui est au-dessus de tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est une vitrine de Jacob Fatu ou c'est juste, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive? Est-ce que... Tu sais, parce que moi, je verrais bien à SummerSlam, à la fin d'un match ou au début d'un match, peu importe, la toune de Roman qui part. Puis là, t'as un Paul Heyman
un peu comme un enfant qui va chercher sa mère là, quand il se passe quelque chose. Puis là, ben, t'as Paul Heyman en arrière de Roman qui est comme « C'est eux qui m'ont fait mal, c'est les messieurs là-bas. » Puis là, t'as un Roman qui vient péter tout le monde pour donner une leçon. Je le verrais plus ça à SummerSlam qu'à Money in the Bank. C'est rien contre Money in the Bank, mais je pense qu'on continue d'installer quelque chose. Puis on continue... Ça fait 4 ans qu'on nous raconte cette histoire-là. Là. Je pense qu'on peut l'étirer un mois de plus. Même... Tu vois, moi je pense que le pay-off doit débuter tout de suite. Si on veut se rendre à Survivor Series, dans mon ordre de trucs. Fait on dirait de commencer à SummerSlam, c'est comme un petit peu trop tard pour moi. Parce que. Je sais pas. On dirait SummerSlam. Non, mais on dirait que si tu fais Cody solo, ouais. T'es comme. C'est tôt. C'est tôt pour se rendre jusqu'à Mania l'an prochain, faire ce match-là tout de suite. Et je vois pas pourquoi Roman viendrait brouiller les cartes dans un match 1 contre 1 de cette manière-là. Je vois plus Roman arriver dans un truc comme ça. Je pense pas qu'il va arriver, mais on dirait, au niveau de l'histoire, de la logique de l'histoire, ça ferait plus de sens qu'il arrive là, que là, le focus du Bloodline est tourné vers Reign pour SummerSlam. On commence à installer les graines de ça. Okay. Et là, t'as un Reign qui peut-être se construit un nouveau Bloodline jusqu'à Survivor Series pour cet affrontement-là. C'est vrai que ça donne pas beaucoup de temps entre SummerSlam et Survivor Series à ce moment-là pour être capable. Ça donne 2 mois, mais tu sais, c'est comme. C'est crazy. Ils prennent tellement de temps avec cette histoire-là que je peux pas croire qu'ils vont nous rusher quelque chose de trop vite non plus. Là, t'sais. Ouais. Fait que, bref, tout pour dire que on dirait je m'enligne plus vers Orton qui turn pour faire cette histoire-là avec Cody. Pour comme garder garder sur le feu solo un peu plus longtemps. Je comprends. On dirait le payoff rapide de solo. Je vois pas comment Cody va comment ça va beaucoup décrédibiliser solo s'il y a une défaite claire, nette vers Cody. Puis je peux pas croire que Cody va perdre contre solo non plus ça, dans un match pour la ceinture. Fait que... Ben non. Fait que c'est pour ça que je suis comme je sais pas comment ça va s'arranger cette histoire-là. Mais clairement, je vois une victoire du Bloodline d'une quelconque manière. Quelque chose qui arrive. Puis on verra après le match qu'est-ce qu'ils nous ont amené là, comme une nouvelle histoire. Là. Absolument. Fait que les deux, on est sur le Bloodline. Fait que dites-nous, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Parce que, je vais poser une autre question pour ça. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une trahison? Moi, je pense que oui, qu'il va y avoir une trahison du côté des gentils, mais toi? La soirée même, où on tease quelque chose pour le lendemain ou pour la semaine qui vient à... Ouais. Mais... Oui, wow, une trahison. Wow, une trahison. Ok, trahison, parfait. Ouais. Fait que Cody va se brûler. Va se brûler avec quelqu'un. Parfait. Et ça nous emmène vers le main event. Donc, Damien Priest, toujours champion. Toujours champion. Toute attente. Hein, en tout cas, on suit pas l'effet de foule. On suit pas la volonté populaire présentement. Non. Et il se prend contre la volonté populaire de beaucoup de gens. Seth freaking Rollins. Qui nous fait son retour. Ouais. Il est revenu de ses blessures au genou. Il a fait des dodos. Maintenant, il est prêt. Il est revenu dans une belle promo où il nous disait tout simplement qu'il voulait être le meilleur au monde. Damien a vu l'interrompre pour lui dire que je te respecte, toi, mon body, même si j'ai caché in sur Damien. Sur Drew, mon but était de cacher in sur toi, parce que c'est toi que je respecte. Donc, je te donne une opportunité au titre. Par contre, si c'est moi qui gagne, tu n'as plus le droit de me demander de nous battre, de se battre, une chance au titre, tu n'as pas le droit d'une chance au titre tant que c'est moi qui est champion. Et si jamais c'est toi qui gagne, je quitterai à ce moment-là le Judgment Day. Ça sort un peu de nulle part, cette stipulation-là. Je pense que Damien est fatigué des enfantillages du Judgment Day. Donc, peut-être cherche une façon c'est comme Rollins qui essayait de faire. Tu fais une gagne à cause des interventions. Oui, c'est ça. Le Priest, il est comme non, c'est pas vrai. Au point où, si tu me bats, ben, je serai plus dans le Judgment Day. Exactement. Écoute, à voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire vers ce match-là. Et là, toi, c'est ça, de ce que j'ai entendu, il y aura un cash-in après ce match-là. Moi, je pense qu'on va revoir un peu tout ce qui s'est passé à WrestleMania, mais dans complètement d'un autre angle où c'est Seth Rollins gagne contre Damien Priest et c'est Drew McIntyre qui vient cacher in contre Seth Rollins. Maintenant, point là-dedans. Où est-ce Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il sera juste pas là? Est-ce qu'il va venir la semaine d'après pour challenger contre la ceinture? Je sais que toi, Max, tu vois pas Punk proche d'une ceinture. Ce qui pourrait se passer, je crois qu'il pourrait être intéressant, c'est que Drew vient cacher in,
veut cacher in. Donc, ding, 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 le contrat est encaissé. Seth Rollins, qui est un underdog ultime, va se lever debout, va vouloir se battre. Drew est trop fort et c'est Punk qui arrive pour intervenir de X ou Y façon. Et c'est Seth qui va quand même le piner et donc va empêcher le cash-in de Drew. Et il va venir une deuxième fois en un mois, complètement ruiner ses chances de gagner le titre. Et à partir de là, on va pouvoir se rendre dans SummerSlam vers un gros match où il n'y a pas de titre qui est en jeu. C'est un grudge match, c'est dans une cage, c'est whatever, un dog collar match, la stipulation que vous voulez avec Drew et Punk. Sinon, c'est Punk est juste pas là, Drew cash in, puis on voit Drew qui a la ceinture à la fin du Money in the Bank. Je pense que les deux histoires sont aussi valables une que l'autre. Par contre, je suis un peu comme toi, Punk autour d'une ceinture, je pense qu'on gaspille une ceinture si on met Punk autour de cette histoire-là. Mais Punk avec une ceinture de la WWE, ça ferait jaser. Ça apporterait des views. Fait que rendu là, ça dépend vers où M. Lévesque veut se rendre ou veut aller dans ses storylines et qui y a d'afficher sur ses post-it sur son whiteboard. Ça dépend de tout ça. Ouais. Écoute, fait que là, de ce que je comprends bien, victoire de Seth contre Priest. Oui, exactement. Parfait. Fait que Priest s'en va du Judgment Day. Ouais, exactement. Parfait. On défait tout ça. Rhea revient, crée une volée à Liv. Okay. Essaye de reprendre le Judgment Day, mais Damien Priest est plus là. Puis les enfants sont tout seuls, pas de parents. Puis c'est la grosse affaire. Ok, écoute, moi je vais y aller. Je vais y aller avec la continuité. Parce que là, si on avait voulu faire un switch de titre, j'ai l'impression que c'était Drew le mieux placé dans les derniers mois pour le faire. On essaie de pas le faire. Fait qu'à cause de ça, j'ai l'impression que Seth freaking Rollins ne réussira pas. J'ai peut-être l'impression qu'il va y avoir, de manière ironique, une intervention du Judgment Day. Parce qu'il est encore dans le Judgment Day. Ce qui va juste donner des munitions de plus à Seth Rollins pour faire, tu vois, tu fais juste gagner à cause de ça. Puis lui, peut-être, tu sais, se transformer dans un heel plus clairement défini. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'il essaie de la jouer tweener. Damien, mais ça fonctionne pas. Donc, là, si clairement il fait non, Judgment Day ont pas intervenu, puis fait juste dire ça, mais clairement ils ont intervenu. Là, ça fait un peu. T'es clairement le méchant, puis là, on vous haït. Parce que je trouve que c'est ça qui manque à Priest. Ça manque d'émotion face à lui. Ouais. Que ce soit négatif ou positif, ça manque d'émotion face à son règne. Fait qu'on va dire c'est peut-être une manière de donner de l'émotion. Cependant, j'ai pas l'idée, tu sais, de McIntyre. Moi, je pense pas que c'est lui qui va gagner. Moi, je pense que cette histoire-là, on va la faire à l'intérieur du Money in the Bank. J'ai pas l'impression qu'on va la faire à la fin. Quoique ce serait un très bon rappel de le faire aussi. Et ça mettrait de l'huile sur le feu à cette rivalité qui est très intense entre Drew et CM Punk. Mais non, je vais y aller avec Priest, moi je vais y aller avec leur plan long terme. J'ai l'impression que Thomas Paul Lévesque, en ce moment, il a son booking. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il se dit genre, ok, j'ai une vision que je veux et je vais vraiment penser très long terme les histoires. Fait que j'ai l'impression qu'il a déjà son plan avec Damien Priest. Ouais. Puis qu'il va pas déroger, puis qu'il le paie. C'est ça. Il y a quelque chose qui va se passer autour de SummerSlam. Et pour qu'on s'y rende, il faut que Priest soit champion. Donc, d'après moi, Rhea risque de peut-être avoir un lien avec tout ça. Et je crois que Seth, c'est ça. C'est pour le Star Power, mais ça ne sera pas tout de suite son tour. Fait que, au malheur de plusieurs, Damien Priest gardera la ceinture, selon moi. Fait que, à voir si ça va se passer. Mais c'est ce que je vois. C'est ce que je vois dans ma boule de cristal de lutte. Et vous, vous pouvez aussi nous dire qu'est-ce que vous voyez en répondant en dessous au questionnaire des semaines de la lutte, nous dire qu'est-ce que vous pensez qu'il allait arriver. Et toi, tu dis qu'il va y avoir un cash-in, si je comprends bien. Un cash-in du côté des messieurs et un long règne. Un long règne de valise du côté des madames. Là, ce qu'on n'a pas vu, ça fait un petit bout quand même, là, qui serait fun. Parfait. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de cash-in, mais si Drew gagne, il va y avoir un cash-in de soi-même. Je pense aussi. Si c'est Drew, d'après moi, on s'enligne vers un cash-in de soi-même. Fait que ça va être un peu. C'est pour ça le côté surprenant, il est pas là si Drew il est là. C'est comme... il a callé cette semaine à Raw. Fait que c'est ça. Le chemin il est dessiné clairement. Des fois c'est le fun quand le chemin est dessiné. Mais je trouve ça un tantinet trop prévisible pour ce qu'il nous montre depuis quelques mois. Fait que à voir si je connais bien mon Paul Lévesque. Et si vous êtes là, parce que on a quand même beaucoup de fans qui sont au Canada. Fait que si jamais il y en a qui sont là live à Money in the Bank à Toronto, je ne pense pas y être, peut-être j'y serai, mais je ne dois pas y aller.
Fait que dites-nous-les en commentaire. Dites-nous c'était quoi l'ambiance, c'était quoi l'énergie qu'il y avait, à quoi ça ressemblait, ce qu'ils nous vendaient, la foule se rangeait vers qui, parce qu'on s'entend, les foules canadiennes ou même Toronto, c'est souvent été des réactions surprenantes. Hein? Des fois, qui sait, peut-être que c'est Priest qui va être accueilli en Dieu et Seth Rollins qui va être hué comme il ça m'étonnerait, mais tu sais, on a déjà vu ça entre Rock et Hulk Hogan, donc à voir ce qui va se passer. C'est quoi l'ambiance si jamais vous y allez? On aimerait bien ça, le savoir. Sinon, on peut être suivi où, Pierre? Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de balado qui existent dans le monde. Vous nous écoutez à l'audio sur Apple Podcasts, sur Spotify, c'est plus Google Podcasts maintenant, ça a été transféré sur YouTube. Et là, je viens de me rappeler qu'il faut que je transfère notre feed de Google Podcasts sur YouTube Podcast. Donc, vous pouvez nous suivre, pas sur YouTube Podcast tout de suite parce que je l'ai pas fait. Je vais faire ça dans les prochains jours. Sinon, si vous écoutez à l'audio seulement, vous pouvez venir nous écrire directement sur Facebook, sur Instagram, sur MySpace, où vous voulez. Si vous êtes devant nous, là, vous nous voyez là, faire nos simagrées directement sur YouTube, vous pouvez écrire directement dans le bas, venir joindre la conversation avec nous et avec Pierre-Paul, qui est toujours là, fidèle auditeur. Et sinon... vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Vous avez un cousin que vous parlez 2 fois par année qui aime la lutte. Envoyez-lui le lien de notre podcast. Je suis certain qu'il va être très content de nous écouter. Nous, on veut des fans, on veut du monde, on veut créer une belle communauté. On est en train de le faire. Merci beaucoup d'être là. Mais plus on est de fous, plus on rit, plus on a du fun, puis plus on parle de lutte, puis plus on parle de lutte, plus on est heureux. Merci de nous suivre. Peu importe d'où vous le faites, que ce soit de l'Europe, que ce soit du Canada, que ce soit de l'Australie. Je sais pas. Pour le du monde en Australie, si oui, écrivez-nous. On est déjà de l'Allemagne. What? L'Allemagne? Nice. Si vous pouvez aussi répondre au questionnaire, comme à chaque PLE ou pay-per-view. Nous, on va revenir, écoute, pour les prochains épisodes. Là. Fait que là, on est comme en retard d'un pay-per-view de la All Elite Wrestling. On n'a pas oublié Forbidden Door, on n'a pas oublié. On l'a pas oublié, on va juste la ramener dans l'épisode 64. Fait que dans 2 épisodes, ça va être le review pour Forbidden Door. Et le prochain épisode sera le review et highlight pour Money in the Bank. Yep. Évidemment, vous devez répondre avant samedi. Samedi, 6h. 6h maximum, 6h du soir, heure de l'Est. C'est Papa Maxime, là, sinon vous n'aurez pas de dessert si vous répondez pas au questionnaire. Exactement. Puis sinon, on est très content de vous avoir comme toujours. C'était Max Perriard ainsi que Pierre Castonguay pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao tout le monde. Bye!